Alors, dans ce cas, vous pourrez poser d'autres questions à la table ronde. Je vais passer la parole à Ariane Adeline, qui est à la fois libraire, spécialiste des manuscrits anciens et archiviste paléographe, qui va aborder donc une communication dont le titre sera « Vendu en Italie, exemple d'aliénabilité d'œuvres provenant de collections publiques révélées par le commerce des livres anciens ». Donc je me présente, Ariane Adeline, je suis libraire, effectivement spécialisée plutôt dans les manuscrits et les documents anciens, mais je pratique également parfois je m'occupe aussi de livres annotés et d'archives en général, et j'interviens donc dans cette journée consacrée à la provenance, la restitution et la protection du patrimoine écrit, et je remercie Nicolas Mallet, Angelica également, et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce programme qui est un peu notre quotidien à tous, et moi tout particulièrement à cause de l'aspect manuscrit qui est évidemment concerné de très près par des problèmes de provenance. Donc voici le titre de ma communication, « Vendu en Italie, exemple d'aliénabilité d'œuvres provenant de collections publiques révélées par le commerce des livres anciens ». En anglais, j'avais titré « Sold in Italy, examples of Italian institutional deaccessioning », et le mot « deaccessioning » est important, « revealed by the rare book trade ». Et donc, je peux répondre à des questions en anglais si c'est nécessaire, mais je ferai ma présentation en français. Je vais être assez brève parce que je sais que la journée est assez longue. C'est plus presque un retour d'expérience que je vais vous proposer. Deux cas de figure liés à un pays qui nous est tous très cher, mais qui n'est pas le mien, qui est donc l'Italie. En tant que marchand, comment gérer des provenances italiennes, dans quelle mesure ces provenances, comment sont-ils sortis, et arriver à voir un petit peu, là j'ai pris deux exemples très concrets, et donc c'est pas du tout théorique, c'est vraiment pour expliquer un petit peu la position de libraire et ce qu'un libraire peut faire également pour faire avancer un petit peu les relations entre le public et le privé qui effectivement sont parfois tendues et pas toujours simples. Je m'occupe beaucoup de livres d'heures enluminés, de manuscrits enluminés, dont des livres d'heures. Ce livre d'heures que vous voyez, dont vous voyez deux feuillets, a été proposé à la vente publique ici à Paris. Donc cela signifie que le manuscrit était déjà en France depuis un certain temps. C'était une vente publique. Il a été acheté par un collectionneur américain, donc quelqu'un qui forcément voulait exporter en achetant auprès de la maison de vente. Il n'a pas fait une demande d'exportation en passant par la maison de vente, il a demandé à un marchand qu'il connaît bien et accessoirement celle qui va redécrire le manuscrit et faire effectuer des recherches, de faire une demande de certificat de sortie. Effectivement, quand je suis donc allée chercher le manuscrit chez le commissaire-priseur, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait une superbe roue du compute avec une date, ce qui est toujours très précieux dans un livre d'heures, 1480. Mais il y avait également des traces d'estampilles. Une qui était totalement effacée, comme vous pouvez voir. Enfin, il y en avait même deux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une première estampille plutôt losangée, une deuxième ronde, et puis ensuite une autre qu'on voit très très clairement. Cette seconde estampille est reproduite, se retrouve à la fin du volume, ce qui est tout à fait logique, au début et à la fin du manuscrit. Et puis des traces de cire rouge, certainement il devait y avoir un billet, une indication, peut-être un ex-libris, quelque chose qui était collé à cet endroit qui n'y figurait plus. Et en dessous, des traits de plume tout à fait élégants. Donc là, je vous fais un gros plan sur ce cachet, enfin sur cette estampille. Toute la question, c'était alors, l'estampille se lisait très très clairement. Toute la question, c'était de savoir à quel moment il avait quitté cette bibliothèque. Alors là, les problèmes commencent parce que cette bibliothèque n'existe plus.
Donc c'est la Biblioteca Popolare Circolante di Borgo di San Donnino qui a existé au XIXe siècle, qui s'est progressivement fondue dans d'autres bibliothèques et qui effectivement possédait à un moment ce manuscrit. Toute la question en tant que libraire, c'est comment est-il sorti de la collection de la bibliothèque, à quel moment. Au tout début, quand on cherche au tout début, on voit que cette bibliothèque n'existe plus, donc on est très inquiet. Donc, effectivement, c'est un manuscrit où, autrefois, peut-être qu'un certain nombre de libraires auraient dit « je n'y touche pas parce que il y a une estampille italienne d'une bibliothèque, c'est forcément problématique ». En faisant la demande de certificat, on a travaillé quand même avec le ministère pour essayer de savoir comment ce manuscrit est arrivé en France et surtout dans quelle mesure on avait le droit ou pas de le vendre. Et là, il est vrai que c'est un rôle important du ministère de la Culture qui est quand même au moment de la demande de sortie du territoire, il est important de quand même s'intéresser à ces cachets-là. Et c'était l'occasion, en tout cas pour moi en tant que libraire, de prendre contact avec la bibliothèque qui a hérité de cette collection. Comme son nom l'indique, la Biblioteca Popolare Circolante était une bibliothèque de prêt. Donc a priori, vous pouviez même emprunter ce manuscrit, l'amener chez vous et le lire tranquillement. Les ouvrages étaient prêtés moyennant un abonnement payant. Elle est fondée en 1868 dans la petite ville de Borgo San Donnino, qui depuis a changé de nom. Il s'appelle donc Fidenza, en Émilie-Romagne. En creusant un petit peu plus, et avant même de prendre contact à la fois avec avant même de déposer la demande de sortie de territoire, j'ai commencé à regarder un petit peu, et évidemment, je suis tombée, c'est assez facile maintenant avec les moyens modernes, je suis tombée sur un incunable qui est conservé à la Marciana, à Venise, avec exactement le même cachet. Donc, c'est un peu inquiétant quand on est libraire de tomber sur le même cachet dans une autre bibliothèque cette fois, et je me suis dit, oula, est-ce que c'est même volé potentiellement à la Marciana? Et avec cette mention des Capucins de Borgo San Donnino. Avec la raison pour laquelle ce livre-là se retrouve effectivement à Venise m'interpellait un petit peu et je cherchais à comprendre. C'est bien indiqué qu'en fait, il a intégré tout à fait légalement les collections de la Marciana sans forcément savoir dans quelles conditions. Donc je n'étais pas tellement plus avancée. Ce que je savais, c'est que dans d'autres institutions italiennes, ce même cachet se retrouvait. Donc mes petites recherches ont permis quand même, grâce à ce site Archivio dei Possessori, de mieux comprendre cette bibliothèque circolante, de près. Elle est donc fondée en 1868, à partir de 700 volumes donnés par un certain nombre de collectionneurs et la collectivité. Et en plus, les volumes des fameux Capucins de Borgo San Donnino, ce qui fait que c'était quand même une bibliothèque vraiment intéressante, avec des incunables, des manuscrits, et toutes sortes de documents importants. Là, je vous positionne Fidenza, qui est pas très très loin de Parme, comme vous voyez. Le résultat de l'enquête. Alors, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est les réponses et les aides des bibliothécaires de la Biblioteca Civica Michele Leoni de Fidenza, parce qu'ils ont tout de suite répondu positivement, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite dit c'est l'occasion pour nous aussi de comprendre, parce qu'ils avaient bien remarqué que dans d'autres collections, cette estampille se retrouvait, mais ils ne savaient pas toujours exactement l'histoire de cette aliénation, en fait. Et donc, on a pu échanger beaucoup avec notamment Madame Botti, qui était donc conservateur à la Biblioteca Civica Leoni. Et
le plus intéressant, c'est le résultat en fait de cette enquête, qui n'a pas pris tant de temps que ça finalement. Hein. Je pense que ça a intéressé aussi beaucoup les bibliothécaires de comprendre un peu l'histoire de cette aliénation et dans quel contexte ça s'était passé. Donc la Biblioteca est fondée en 1868 et entre 1870 et 91, les résultats de nos recherches ont pu montrer que les ouvrages les plus précieux et les plus anciens appartenant au père Capucin, donc achetés en 1868, il n'y a pas si longtemps, hein, ils ne les ont pas gardés très longtemps, ont été conservés à la Biblioteca Popolare Cercolante. La vente est organisée par le conseil municipal de la ville, qui à l'époque s'appelait encore Borgo di San Donino, et le produit de la vente a servi à acheter des livres plus utiles, dans un contexte du Risorgimento, où l'idée que les bibliothèques soient pleines de manuscrits et de livres patrimoniaux ne collait pas forcément avec le dogme de l'époque. Et la bibliothécaire a conclu et elle m'a autorisé de rapporter ses propos, à une aliénation irréfléchie, mais légitime à l'époque. Donc, d'une certaine façon, on se retrouve dans une situation où, bon, c'est vrai que vu aujourd'hui, ça paraît irréfléchi, mais à l'époque, il faut se replacer dans ce contexte. On est en 1868, 70, 90. Le plus intéressant dans cette enquête, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que les conservateurs l'ignoraient. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est de voir aussi que ce savoir se perd, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est pas forcément toujours les archives peuvent ne pas. Ça a été très compliqué pour elle d'aller retrouver les documents, ce qu'elle a fait. La présence à la Marciana, par exemple, à l'époque, avait été expliquée comme étant des échanges entre bibliothèques, comme ont pu exister même ici en France. Et donc, on se situe quand même dans un climat d'anticléricalisme et donc du Risorgimento, d'une culture un peu élitiste, et c'est vrai que ce manuscrit est tombé dans cette catégorie-là. Donc, comme quoi, derrière une estampille qui peut poser problème, le libraire peut travailler avec les conservateurs et quand même arriver à mieux comprendre l'histoire de ce document. Et c'est vrai qu'en matière de provenance, maintenant, on a une provenance beaucoup plus solidement établie, plus rassurante aussi pour le collectionneur, parce que c'est vrai que quand vous achetez un manuscrit avec une estampille et que ça n'est pas indiqué, vous paniquez un petit peu et vous vous dites que c'est une perte sèche, que c'est forcément volé, et on voit que pas forcément. Le deuxième cas de figure italien que je voudrais évoquer est aussi un peu clivant, mais j'ai l'impression que de toute façon aujourd'hui tout sera un peu clivant, mais c'est pas grave, il faut parler des choses. Il s'agit de papier public italien, enfin officiellement public, italien et Mario me le disait justement, plutôt propriété des États pontificaux, donc pas forcément de l'Italie, donc ça fait une différence. Je me rappellerai toujours que quand je visitais la Vatican avec quelqu'un me disait « mais vous êtes ici dans une bibliothèque privée ». Alors on regarde autour de soi, on se dit « la Vatican, une bibliothèque privée ». Il me dit « it's the Pope's library ». Donc il y a cet aspect peut-être différent par rapport à la Biblioteca Cercolante, qui était quand même une bibliothèque publique gérée par une municipalité à l'époque. Et en anglais, Public Papers Turned Private. Donc je vous montre ici un tout petit échantillon d'un ensemble de 1749 feuillets de couverture de parchemin datant du XIIIe au XVe siècle, provenant d'anciens registres notariés italiens, enluminés avec des écritures, des textes inédits, avec des dessins, enfin tout pour plaire. En général, quand on dit ça à l'expert ou à la libraire, elle part en courant. Elle ne s'occupe pas d'archives notariées, d'archives enluminées, d'archives découpées, de tout ça, voilà, c'est un peu a red light, comme on dit. Mais, et attendez, j'ai raté, je vous montre, voilà des exemples de certains dessins, de certaines couvertures quand même avec des textes conséquents. Malheureusement, l'intérieur de ces registres a disparu ou peut-être pas, donc c'est là que ça sera assez intéressant. Et
Voilà, cette collection a été nommée la collection Albertini le dernier, comment dire, au nom du dernier propriétaire connu et après par descendance ici en France. C'est comme vous le voyez, c'est un ensemble vraiment exceptionnel qui sera dispersé par la maison de vente Mirabeau-Mercier. C'est très problématique parce que ça fait 3 ans qu'on piste ces feuillets et qu'on cherche à comprendre si vraiment on peut les vendre ou pas. Une des raisons pour laquelle alors c'est pas forcément une raison parce qu'on sait que les bibliothèques peuvent être remplies de choses qui n'ont peut-être pas vocation d'y être, mais il y en a qui sont conservées déjà, qui ont été achetées dans les années 20, 30 et 40 à Stanford, à Cambridge, à la Fitzwilliam Museum, et dans des collections, vous en avez peut-être certainement même vu passer sur le marché ancien. Il s'en est vendu tout récemment à Dreux également, de manière très isolée et sporadique. Ce qui fait que c'est un ensemble qui a été dispersé. La question, c'était quand et où et dans quelles conditions, et s'il était, oui ou non, légal de les vendre, parce qu'il s'agissait quand même d'archives notariales. Donc, pour revenir à la collection Albertini, ce qui fait que, avec le commissaire-priseur, on a finalement accepté de les vendre, c'est qu'en fait, cette collection a fait l'objet d'une vente légale en 1853. Donc ça paraît un petit peu curieux. Au début, on se dit non, c'est pas possible. Une municipalité qui vend ses archives notariales du XIIIe siècle, même en 1853, quand même, on savait que. La réalité, c'est que oui, malheureusement, c'est vrai. Donc voilà, vous avez ici à Pérouse le palais des prieurs et la fameuse salle des notaires. Je vais revenir après là-dessus. Le catalogue de Stanford avec recensant les feuillets conservés là-bas, en Californie, et la fameuse pièce. Donc évidemment, en tant que libraire ou en tant qu'expert, en général, la première chose qu'on cherche, c'est comment est-ce que ça a été vendu légalement ou pas. Et c'est vrai que ça, c'est devenu une condition sine qua non de notre travail, c'est-à-dire d'arriver quand même à justifier dans quelles conditions ces archives ont circulé. Et quand on creuse, quand même, on trouve, pas toujours, mais on trouve. Et dans cet ouvrage, l'Archivio Storico del Comune di Perugia, il y a donc effectivement ce texte que peut-être que je vais peut-être pas vous le lire, vous le laissez le lire en italien. J'ai mis en gras l'indication que l'administration de la municipalité de Pérouse avait vendu en 1853 mediante un regolare atto di vendita. Et donc on a la preuve que ça a été dispersé légalement. Une autre partie a été confisquée comme spoliation de guerre en 1914-1918. Et donc cet ensemble, malheureusement, a subi bien des problèmes. Qui sont derrière, à la suite de cette vente? Il y a un libraire qui s'appelait Joseph Spitzhofer, qui était un libraire allemand, qui tenait sa boutique Piazza di Spagna à Rome. Et il y a un acquéreur, d'où le Luis Albertini, qui était un représentant de la légation du Pérou en France, qui explique la raison pour laquelle ces feuillets sont en France. Je reviens sur... je veux être un peu courte parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interventions. Ce travail de recherche et d'identification mené par des collègues héraldistes qui ont effectué un travail colossal sur cet ensemble, qui leur a été confié par les différents membres de la famille, et par des professionnels de la librairie et du monde des enchères, a permis de lever un doute sur des papiers a priori relevant du domaine public italien, enfin pontifical, si je puis dire. Mais bon, il est vrai que ça change peut-être un petit peu la donne, mais bon, quand même, ça reste des papiers notariés. Cette vente légale, excusez-moi, il y a une erreur, là, la vente est de 1853. Cela ne résout pas forcément la raison motivant cette vente, mais prouve que cela a bien existé en Italie à une certaine époque, et pas uniquement dans un contexte de doublons, parce qu'on sait que souvent les doublons, le désherbage, etc. existent, mais dans ce contexte-ci, il n'y a pas de doublons. Chaque pièce est unique et chaque pièce est un document précieux. La présence dans plusieurs collections publiques et sur le marché du manuscrit et du livre ancien est depuis mieux expliquée grâce à ce travail de recherche, permettant des regroupements, une base de données qui pourra être alimentée dans la durée.
et permettant aussi peut-être un rassemblement de l'ensemble de cette collection à terme. Mais cet exemple, en fait, c'était pour montrer encore une fois que la collaboration entre libraires, maisons de vente aux enchères et comment dire, et bibliothèques et archives permettent parfois de révéler et de mieux comprendre l'origine en fait des dispersions, et peut-être aussi de réparer dans certains cas cette dispersion. Et donc je voulais donner 2 exemples un peu concrets, de dire n'ayez pas peur forcément des provenances. Au contraire, il faut chercher, regarder. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ça permet aussi de tisser des liens avec ceux qui sont en place au sein des institutions, qui ne demandent qu'à échanger souvent avec les... Alors évidemment, c'est toujours risqué, parce que derrière une estampille, il peut se cacher un vol, mais de toute façon, il faut l'élucider, donc voilà. Je vous remercie. Voilà, je vous mets... et pour nous accompagner, un petit... Oh bah il est parti, voilà, un petit griffon. Je remercie vivement Ariane Adeline pour cette passionnante intervention et un parfait exemple de collaboration entre le marché du livre ancien et le monde des bibliothèques. Est-ce que vous avez des questions pour Ariane ? Je peux poser une première question en attendant. Vous pourrez évidemment poser aussi la table ronde. Pardon ? Non, personne n'intervient, ok. Une question que j'ai envie de poser à Ariane, c'est ce travail très long, ce travail de longue haleine, que les libraires ont plaisir à faire, évidemment. Est-ce qu'on peut le faire pour n'importe quel livre ? À partir de quel seuil, toi, Ariane, tu vas faire ce travail ? C'est-à-dire quel seuil financier, quel seuil intellectuel, à partir de quand ça te paraît valoir la peine de le faire, en fait ? C'est vraiment... Je dirais qu'en tant que... Moi, je suis un peu chercheuse, donc je vais que ça vaille 200 €, que ça vaille, voilà. Mais je suis consciente que, effectivement, là, je suis dans les 2 cas, j'étais mandatée soit par un collectionneur qui me demandait de redécrire ce livre d'heures et d'y travailler, ce que j'ai fait, et aussi sollicité sur le plan administratif. Donc, je devais des comptes également au ministère de la Culture. Donc, à partir du moment où il y a exportation, on est obligé de le faire, hein, de toute façon. Dans le cas de la collection Albertini, c'est un petit peu différent. C'est une vente publique qui va être organisée certainement avec ce qu'on appelle une capacité de réunion pour permettre à l'ensemble de rester ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement, là, le défi était important parce que c'est quelque chose d'un point... Je n'y aurais pas touché s'il n'y avait pas eu un acte de vente légal. Hein. C'est évident que c'est complexe, les archives. Hein. C'est un autre domaine, peut-être. La question, c'est par rapport à partir de quel seuil. Je pense que s'il existait peut-être des forums d'échange, ça serait plus facile de parler aux bibliothécaires, parce que les bibliothécaires souvent savent où aller chercher l'information. Et la plupart du temps veulent savoir pourquoi ils ont aliéné. Ils ne savent pas toujours. Et donc ils sont plutôt friands de ce contact. Moi, je n'ai jamais reçu une fin de non-recevoir en disant c'est à nous, point final. Au contraire, ce sont des échanges. Donc voilà. Ariane, c'était très très intéressant. Pour la madame qui m'a posé la question des bibliothèques et des... s'il est possible de faire toutes les recherches, etc. À fois, c'est absolument indispensable, je crois, aussi pour libérer les objets. If it is possible to get the object free, and I think we have to take the research to that, but sometimes it's very expensive, as you said. J'ai une proposition, je vais essayer de le faire en français. C'est pour Madame là-bas. Ça serait très 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 bien d'avoir un pool, disons une database ensemble où tous les résultats de ces recherches
des creusements peut être publié. Hein. Peut-être ça serait une forum pour l'ILAP de le faire parce que c'est le cas. Tous les livres comme avec des estampillés, oui, ils sont dans le marché hein, et peut-être demain j'ai une autre copie, un autre livre avec la même estampille et je me demande ce que je peux faire. Je recommence de faire tous et ça coûtera un immense effort. Et peut-être je ne peux pas payer pour cela, mais s'il y avait une database, c'est quoi en français? Database, ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde en seul de consulter et avoir des résultats. Ça paraît une très bonne idée. Effectivement, quand Ariane a employé la formule, là c'est un peu inquiétant, c'est ce qu'on se dit très souvent en tant que libraire, on voit une estampille, on se dit oulala, ça c'est inquiétant, et le problème c'est il faut que le libraire ait envie de faire le travail, sinon le livre va disparaître. Hein. Bon, avec les libraires de la Lila, les livres ne disparaissent pas, les gens travaillent dessus, mais quand même, voilà. Il y a souvent des explications hein, qui ne sont pas forcément liées au vol, qui sont liées à ce 19e siècle qui est complexe, hein, qui n'est pas forcément tout tracé, à des choix qui ont pu être faits à certaines époques, à des doublons qui sont vendus. Bon, pour les manuscrits, c'est très compliqué de justifier la notion de doublon, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de ventes de manuscrits, beaucoup plus qu'on ne pense, beaucoup plus d'archives. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a ce travail aussi. Je sais qu'en Allemagne, il y a un travail colossal qui a été fait sur les ventes de doublons à la Staatsbibliothek à Munich, par exemple, qui est énorme. Et j'ai vu l'estampille de Munich qui était là. Je ne sais pas si la même chose a été faite en Italie et même en France. En France, c'est un petit peu différent, mais le problème des doublons se pose aussi un petit peu. On en parle parfois, ça a existé. Tandis qu'en Italie, ça semble avoir été beaucoup plus répandu qu'on ne pense, en fait. Mais voilà, peut-être que notre Italien nous dira. Ah oui, il y a des travail aussi, notamment je sais que M. Barbieri est en train de faire des listes, des tampons, etc. Si je dois me concentrer un moment sur la situation italienne, c'est la chose compliquée est qu'en Italie, les lois changent très rapidement et pendant les dernières 10 années, c'est difficile même de les suivre parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'ils ont en fait décidé que tous les biens ecclésiastiques et démaniales italiennes, on ne peut pas les mettre en commerce, même s'ils ont été vendus dans des ventes réguliers dans le 18e, 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve comme libraire, je me demande, avec un fonds de livres qu'on a régulièrement acheté, je ne sais pas, dans les années 80, 90, etc. Et on se retrouve avec ces livres, avec un tampon, mais qui ont été achetés dans une vente régulière. Et tout d'un coup, on se retrouve avec de la marchandise qui doit être... on ne sait pas quoi faire. Donc, le problème de certains pays est que les lois changent. Et donc, oui. Et donc, moi, je m'arrête là parce que la situation italienne est tellement compliquée que je ne vais pas parler pour toute la journée. Bon, je m'arrête. Merci.